donc le duo du jour dans Smart Bourse, comme chaque deuxième vendredi du mois. Pascal Sévy est avec nous, team manager chez Oddo BHF, banque privée. Bonjour Pascal. Bonjour Greg. Bienvenue, vous nous emmenez chaque deuxième vendredi du mois dans les coulisses de la gestion privée avec un cas pratique qu'on va détailler dans un instant. Et Charles-Henri Dovigny avec nous, le président de la F2IC, chaque deuxième vendredi du mois également. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Grégoire. La Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Vous nous direz comment la rentrée repart pour les investisseurs individuels avec un grand enjeu électoral en mai 2022 et des sujets d'attention pour les actionnaires et les investisseurs individuels que vous représentez. Pascal, je commence avec vous. Le cas pratique en matière de gestion privée que vous nous proposez aujourd'hui, c'est celui d'un nouveau client, professionnel de la finance qui a fait toute sa carrière dans le private equity. Absolument. Intéressant peut-être d'ailleurs de nous apporter une définition du private equity. Évidemment, c'est une classe d'actifs, un terme qu'on connaît tous quand on est familier du monde financier. Mais là, c'est d'autant plus intéressant que ça va être une partie de la réponse, de la solution d'investissement que vous allez proposer à ce client. Comment vous définissez le private equity, Pascal ? Le private equity, déjà, c'est du non-coté. Donc, vous allez avoir un gérant, un groupe de gérants qui va décider d'investir dans une stratégie en particulier. Ça peut être du thématique, comme par exemple de l'infrastructure ou de l'environnement. Ça peut être une zone géographique, marché émergent. Ça peut être une maturité de l'entreprise. Donc, certains vont investir dans des boîtes très jeunes, d'autres des boîtes plus matures. Une fois que le thème est défini, ils vont faire une levée de fonds auprès d'investisseurs privés, d'ailleurs parfois des particuliers. Et cette levée de fonds va consister ensuite à aller choisir des sociétés. Et avec cet argent, on va transformer la société en profondeur, ou la booster, ou l'aider à investir, dans le but, bien sûr, de faire un très joli retour sur investissement une fois que la transformation est terminée. Parce que quand c'est fini, on la cote en bourse, on la vend, ou on vend sa participation à un autre acteur. Et le retour sur investissement, en général, en moyenne, est plutôt à 2 chiffres quand on regarde l'histoire du private equity. Donc, en tant que banquier privé... 10-15%, c'est ça Ça dépend des stratégies, mais on va dire que ça peut aller entre 10 et 30. Je vais être assez large. Ah oui. C'est pour ça que je dis 2 chiffres. Ouais, d'accord. Mais ça dépend évidemment du risque qu'on a pris, parce que si on fait du fonds de fonds, c'est un peu moins risqué. Si on fait du secondaire, c'est un peu moins risqué. Si on fait du venture cap, donc début de vie sur des boîtes tech très innovantes... Ça peut être des retours énormes. Exactement. Donc, mais déjà, nous, en tant que banquier, on n'aime pas beaucoup quand on nous dit que l'habitude de rendement, c'est 20% et qu'en gros, il va falloir essayer de s'aligner sur ce genre de chiffres. Mais justement, c'est intéressant ce profil de client. Si c'est un pro de la finance, qu'est-ce qu'il vient chercher chez vous comme solution, justement, là ? Déjà, c'est souvent des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, ils sont prêts à construire un patrimoine personnel à côté de leur travail. Mais lui, en l'occurrence, ce qu'il est venu chercher, c'est une approche similaire, mais sur des entreprises cotées. Parce que c'est une approche qui a fait ses preuves. Et pour le coup, ce qui est très bien tombé, c'est que nous, on a pris la décision de créer un portefeuille qui réunit un certain nombre d'éléments comme ça, il y a déjà quelques années. Déjà parce que l'histoire du groupe Oddo, on est une entreprise familiale. Donc, je pense que c'est la base pour comprendre l'entreprise aussi. Ensuite, on a la chance d'avoir un bureau d'analyse de titres depuis très longtemps. Aujourd'hui, on couvre 600 valeurs, ce qui est une très, très belle base quand même pour pouvoir avoir des informations et bien comprendre aussi les entreprises. Puis, à côté de notre histoire, il y a des constats. Donc, les rendements obligataires en baisse constante depuis des années. Le fait que les grandes tendances qu'on peut identifier si on ne se trompe pas. Il ne faut pas se tromper de tendance quand même. Mais ça influence beaucoup les marchés aujourd'hui. On l'a vu pendant la pandémie. Il y a des secteurs qui ne fonctionnaient pas et d'autres qui étaient dans une tendance tellement forte qu'ils ont continué à fonctionner quoi qu'il arrive. Et l'autre chose aussi, c'est que, j'aime pas beaucoup le mot parce qu'il est très à la mode, mais il y a beaucoup de disruption aujourd'hui dans beaucoup de secteurs. Regardez la banque de détail traditionnelle, elle est largement disruptée par des banques en ligne, des banques digitales. Donc il se passe des choses et tous ces éléments-là nous ont amenés à créer un portefeuille qui a pour objectif de s'intéresser uniquement à de la création de croissance et de valeur sur le long terme. Oui, c'est ça, avec un horizon de temps, effectivement, qui reste celui du long terme. Mais l'idée, c'est d'allier le meilleur de l'approche equity avec l'avantage de la liquidité du monde coté, c'est ça ? De la liquidité, puisque en private equity, on est investi en général 10 ans au minimum, voire plus. Aussi, peut-être plus de diversification, parce qu'en private equity, vous avez un fonds. Les tickets d'entrée sont quand même en général assez élevés. Vous ne pouvez pas multiplier 20 stratégies non plus. Donc là, pour le coup, on a, en gardant ces paramètres-là, un portefeuille qui va être plus diversifié. Bon, concrètement, là, c'est quoi la configuration que vous avez proposée à ce client, Pascal ? Alors, déjà, le portefeuille, c'est que du titre vif. On ne met pas du tout de fonds. Je précise au passage qu'en termes de frais, c'est aussi avantageux puisqu'il n'y a pas de frais de gestion. Finalement, il n'y a pas de frais de gestion inhérents à un fonds
qui lui-même aura des management fees qu'on va mettre dans un portefeuille. Je comprends. Donc c'est double tarif. Alors que là, il y a les frais des banquiers, mais exact, plus les frais des fonds. C'est ça. Pour le portefeuille en tant que tel, il n'y a pas de frais. Voilà, il n'y a que le frais du banquier. Très clair. Donc là, dans ce cas-là, ensuite, c'est un portefeuille qui se veut assez concentré, parce que justement... Logique private equity. Logique private equity, 25 à 30 valeurs à peu près. Il sera diversifié en conséquence des choix que nous allons faire. Et c'est un portefeuille qui a une vocation à avoir une faible rotation. Si on aime les titres qu'on a en portefeuille, il n'y a pas de raison de le bouger en permanence. Bon, quels sont les thèmes d'investissement que vous avez privilégiés pour construire ce portefeuille pour ce client, Pascal? Alors, je parlais des grandes tendances. Donc, c'est celles-ci qu'on a essayé d'analyser et de ne pas se tromper. Parce que quand on les a dans le portefeuille, il faut a priori les maintenir. On a identifié 4 thématiques d'investissement. La première, c'est la transformation numérique. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, le marché du cloud est en croissance exponentielle. Les entreprises sont de plus en plus presque obligées d'être dans le cloud aujourd'hui. Donc, ce qu'on va regarder, c'est quels sont les acteurs qui sont les mieux placés, qui sont les leaders dans ce domaine. On croit dans le secteur, on croit dans sa croissance, donc on va chercher l'acteur qui est le mieux placé ou les acteurs qui sont les mieux placés pour jouer cette thématique. Je peux vous donner l'exemple de Microsoft, qui est aujourd'hui leader dans ce domaine. La deuxième thématique d'investissement qu'on a choisie, c'est la transition énergétique. Alors, c'est au cœur d'énormément de choses de notre quotidien. Les véhicules, que ce soit les voitures ou les transports, la rénovation des bâtiments. Donc, il y a énormément de choses qui se passent dans ce domaine. Comment on travaille? En fait, en gros, on réfléchit à qu'est-ce qui bouge là-dedans. Et ce qu'on a constaté, par exemple, l'un parmi plusieurs, c'est qu'un véhicule électrique aujourd'hui va utiliser 2,5 fois de plus de semi-conducteurs qu'un véhicule à combustion. Donc, on se dit, électrification, beaucoup de semi-conducteurs, allons voir ce secteur-là, ce monde-là, et on va aller chercher là aussi les acteurs les mieux placés dans le domaine des semi-conducteurs. Ensuite, on a choisi d'analyser en fait l'évolution des modes de consommation. C'est totalement d'actualité. La pandémie a fait qu'on a tous beaucoup plus acheté sur Internet. C'était déjà ancré, c'est en train aussi de continuer à augmenter énormément. Là, ça a un impact sur les moyens de paiement. Donc, typiquement, beaucoup moins de transactions en cash. Et il y a des acteurs, ce n'est pas que la carte de crédit. En fait, vous payez en carte, vous croyez juste que vous allez finalement travailler avec Visa, ce qui est vrai, ou d'autres. Mais il y a aussi plein d'acteurs qui sont positionnés dans la transaction, dans la chaîne de valeur, qui vont beaucoup nous intéresser. Et en plus, c'est pas mal d'acteurs qui émergent. Donc, ça nous plaît de prendre l'entreprise à ses débuts. Une quatrième tendance aussi sur laquelle vous êtes positionné. Exact. La quatrième tendance, c'est tout ce qui concerne le domaine de la santé. Alors là, c'est un peu plus triste, mais on a constaté que les décès dans le monde, la mortalité, en fait, a évolué depuis quelques années. Aujourd'hui, les maladies respiratoires, cardiovasculaires, les cancers, malheureusement, prennent de plus en plus de place dans les causes de décès, alors qu'avant, c'était plutôt des maladies chroniques, en fait, qui touchaient qui créent des décès. Donc là, ça veut dire beaucoup plus de diagnostics, et beaucoup plus fréquemment. Et il y a beaucoup d'acteurs là aussi qui sont positionnés. Diagnostics, on en a tellement parlé ces derniers temps, mais c'est des diagnostics pour des maladies comme la Covid-19, mais aussi d'autres maladies comme cancer ou autres. Et là, il y a des entreprises comme Thermo Fisher, par exemple, qui sont très bien positionnées dans ce domaine. Bon. Transformation numérique, transformation énergétique, mode de consommation, santé, c'est des thèmes tellement larges et tellement profonds. Comment vous faites pour arriver à 25-30 valeurs dans le portefeuille final, la solution d'investissement finale que vous proposez aux clients? Déjà, on a des modèles propriétaires qui nous permettent de filtrer. Donc, on s'intéresse à 2 indices. On n'est pas allé chercher tous les indices mondiaux. On a pris le Stoxx 600 et le S&P 500. On a 1100 valeurs déjà. Il faut quand même passer de 1100 à 25-30. On a en fait créé un modèle d'analyse fondamentale qui repose sur 4 piliers. On va déjà aller analyser la croissance de l'entreprise. Est-ce qu'elle est visible? Est-ce qu'elle est pérenne? Est-ce qu'on pense qu'elle peut avoir des accidents dans le futur? Donc ça, c'est la première chose déjà qu'on va aller regarder. On va regarder les critères ESG également, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus du tout s'en passer. Le client vous l'a demandé, ça? Lui, en particulier, non, mais ça revient quand même assez souvent dans les discussions qu'on a avec nos clients. Et je dirais même au-delà de ça. Moi, je suis intimement convaincue qu'aujourd'hui, une boîte qui ne respecte pas les critères ESG va être de toute façon délaissée par les investisseurs. Le client n'a même plus besoin de le demander, en fait. Alors, il y en a certains qui ont une vraie passion pour l'ESG. Mais c'est pas toujours c'est pas toujours une passion. Mais vous n'avez plus de clients qui vous disent « Arrêtez, ne me mettez pas de ESG » ou non.
Non, parce qu'on sait bien aujourd'hui qu'aller acheter des fabricants de tabac ou d'armes ou autres, ça va être délaissé par le marché. Et on le voit dans les performances quand même. Donc, on n'ira pas les chercher. Et en plus, en l'occurrence, ça nous tient aussi à cœur d'avoir des entreprises qui respectent ces critères-là. On va également regarder la résilience du business model. C'est très important. Là encore, la pandémie a été un très bon test pour notre portefeuille. Donc, c'est des critères qui sont aujourd'hui extrêmement importants. Il y a aussi les avantages compétitifs de l'entreprise. Il faut qu'il y ait des fortes barrières à l'entrée. Il faut que l'entreprise ait du pricing power pour pouvoir rester positionnée en tant que leader. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse fondamentale qui repose sur ces 4 piliers, déjà, on est passé à peu près à 200 valeurs sur les 1100 de départ. Ah ouais. Et ensuite, il va y avoir toute la construction de portefeuille sur les 25-30 qui va forcément passer par regarder les niveaux de valorisation. Ouais. Mais même si c'est élevé, ça ne veut pas dire qu'on va l'écarter de facto. Ce qui va nous intéresser, c'est de combiner en fait des qualités de croissance des entreprises qu'on choisit. Parce que certaines vont avoir une cyclicité plus importante que d'autres. Donc pour que le modèle reste vertueux, on va faire ce nouveau filtre ensuite pour arriver à notre portefeuille. Et là, c'est l'idée qu'on a calibré un portefeuille pour plusieurs années, qui risque de très peu bouger finalement pour plusieurs années. C'est ça. Et puis en général, quand on est quand même quasiment 100% investi en actions, il faut avoir un horizon de temps plutôt de 5 ans devant soi, parce qu'il y a des cycles sur les marchés actions et c'est pas pour en ressortir au bout de 6 mois. Ouais. C'est une stratégie qu'alors vous avez mis en place, une solution que vous avez proposée à ce nouveau client, ce professionnel de la finance, mais c'est une stratégie, vous l'avez dit Pascal, qui a déjà été éprouvée chez Oddo BHF Banque Privée. Moi, je reviens à l'idée d'allier la philosophie du private equity avec la liquidité du monde coté. Est-ce que ce sont des stratégies qui sont meilleure qu'une stratégie action, j'allais dire standard, que vous pouvez proposer également? L'objectif qu'on s'est fixé, c'est sur la période d'investissement, c'est de battre les grands indices mondiaux. C'est l'objectif qu'on a fixé pour le portefeuille. Je ne peux pas vous dire qu'on va faire plus 30 si tous les indices font moins 20. Peut-être que ça arrivera, mais il faut quand même rester un peu réaliste là-dessus. Pour le moment, le contrat est largement rempli depuis qu'on a créé ce module. On est aussi à 2 chiffres, les 3 années depuis qu'il existe. Donc oui, en matière de performance, on est en train de rejoindre ce que fait le private equity. Maintenant, on a bénéficié aussi. Cette approche, elle apporte quelque chose de plus qu'un portefeuille action classique. Oui, finalement, on se rend compte que se focaliser sur la création de valeur durable, pas se laisser tenter par les sirènes des marchés qui parfois vont nous inciter certains gérants à aller faire des rotations, finalement, ça peut être en complément de quelques idées tactiques aussi. Mais ce portefeuille-là, comme il est constitué, nous semble en tout cas être totalement en ligne avec la création de valeur durable. J'aime bien parce que je crois beaucoup en l'idée qu'il y a de plus en plus de passerelles entre le private equity, le non coté et le monde coté, et c'est encore une fois la preuve que voilà, les deux approches trouvent finalement des points de convergence aujourd'hui dans les solutions d'investissement. Le centre, le cœur, c'est l'entreprise et la valeur intrinsèque de l'entreprise. Merci beaucoup Pascal. On se revoit dans un mois. Pascal Séville, team manager chez Oddo BHF Banque Privée, avec nous chaque 2e vendredi du mois dans Smart Bourse.